Bonsoir à tous, il est déjà lundi, 17h, c'est votre rendez-vous de lundi, votre club de la culture, c'est lui des Siloé Télévision. Quand vous me voyez devant vos écrans, ça veut dire qu'il est 17h. Choc d'idées ouvre ses portes avec un magnifique public aujourd'hui qui est là. On va faire une émission dans la bonne ambiance, comme d'habitude. On va parler culture, mais on va parler politique, parce que l'actualité est vraiment dominée par la politique, l'insécurité à Bunagana, l'occupation de M23. Presque 5 mois maintenant que nous sommes occupés, on a comme l'impression que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Mais aussi, il y a un phénomène qui revient, on va attirer l'attention là-dessus, c'est la délinquance juvénile. Le Koulouna, ça revient, je vous dis, on a encore de pertes en vies humaines là-dessus et j'ai des invités pour en parler. Mais on va aussi parler de la culture aujourd'hui, c'est le cinéma, vive le 7e art. On va essayer d'en parler. Je suis très content de revenir encore ce lundi pour vous présenter ces nouveaux numéros de Choc d'idées, votre émission, laquelle vous avez adoptée parce que vous ne cessez de nous écrire avec vos cœurs. Et ça nous pousse toujours de l'avant. On va garder les bonnes habitudes. Permettez mon entrée un peu particulière aujourd'hui parce que je suis très détendu. Alors faites autant. Il est lundi, on va décompresser. Choc d'idées, c'est dans tout à l'heure. Merci d'avoir entendu pour la pause coutume. Vous savez que c'est toujours le temps pour moi d'aller chercher les invités, ce qui m'ont fait honneur de venir. Vous avez vu sur l'affiche, normalement le docteur Noël Tiani devrait être là. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il est en route, il est en train d'arriver, peut-être qu'il ne sera pas là. Ça va faire quand même des fois qu'il nous pose un lapin. Bon, ce sera à vous de décider de son avenir dans cette émission, sans vouloir clasher personne. Donc on est zen. Je disais tantôt qu'on va parler culture, on va parler cinéma, 7e art. Je reçois un producteur, un auteur, un cinéaste. J'allais dire écrivain. Dans le cinéma, on ne dit pas écrivain, on dit cinéaste. Réalisateur aussi, plusieurs films à succès, plusieurs trophées remportés de partout dans le monde. Lui, c'est M. Chopper Kabambi. Il est promoteur de FIKIN, Festival international de films de Kinshasa, et aussi patron de Bimpa Productions. Il est déjà sur mon plateau, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonjour, bonjour mon frère. Ça fait 2 fois déjà. C'est la deuxième fois. Pour Choc d'idées. Je suis très content, mais 2 fois pour le même film. Oui, je crois que la première fois on a parlé du festival. Ah oui, la première fois on a parlé du festival. Et un peu du film et de tous mes films. Ok. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est réciproque, je vous le dis. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le cœur d'Afrique. Moi, je préfère l'appeler en français. Ouais. On va faire... L'émission est bilingue, d'ailleurs, parce que je sais que vous abordez la question de la langue dans les films, donc je ne vais pas tomber dans la caricature. L'émission est bilingue, on peut parler en lingala et en français, mais je préfère vraiment le titre en français, parce que ça se comprend. Au lieu de Heart of Africa, je ne suis pas anglophone, j'ai un accent... Motema et Africa. Voilà, Motema et Africa, ça passe encore très bien. On va parler de ces films-là que je veux résumer et puis vous allez le développer tout à l'heure. Mais j'ai dit, on va parler aussi politique et pour ça, j'ai 2 jeunes sur ce plateau. J'espère qu'ils acceptent que je les appelle jeunes, pas dans le sens péjoratif, dans la tranche d'âge. On a d'abord Madame Nadège Moutouti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre au LGD. En effet. On vous voit beaucoup à la télévision, vous vous occupez de la communication, où il y a une cellule de femmes comme coutumé dans le parti politique dans laquelle vous évoluez. On voit beaucoup pour représenter LGD. Bon, j'interviens quand c'est nécessaire, surtout quand il s'agit des questions de fond de notre pays. Vous me verrez sur les plateaux pour éclairer l'opinion et pour participer au débat public. Merci pour cet honneur que vous me faites. Ça a été vraiment pas compliqué. Je sais que vous êtes très occupé, vous l'avez fait pour moi. Et merci d'être là aujourd'hui. On va essayer de parler de la délinquance juvénile parce que ça revient. Mais on va faire un clin d'œil sur l'avenir politique qui arrive et on va interroger un peu la participation de la jeunesse en globalité, mais surtout de la femme. Le quota des 30%, c'est ça. Est-ce qu'on va l'atteindre en 2023? Ça, il faut le savoir. Et il y a aussi Israël Mourenzi, porte-parole de la dynamique Ébérante.
Bonsoir mon cher. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très content finalement. Hein. Le plaisir est partagé en tout cas. J'espère que vous êtes très à l'aise. Très à l'aise. C'est quoi la dynamique Eberhard? Moi, c'est vrai, hein, j'ai cherché, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. C'est quoi? C'est une cellule de soutien au professeur, actuel ministre du numérique? Oui, c'est une cellule qui apporte son soutien au professeur Dr Désiré Kachumir Kolongué Eberhard. Qu'est-ce que vous espérez faire autrement? C'est-à-dire qu'on a trop vu ça, quoi, les jeunes qui soutiennent des hommes politiques. C'est encore d'actualité aujourd'hui? Exactement. Vous savez, le problème, il est là. Le problème, il est réel. Alors, nous n'avons pas voulu faire de choses comme nos prédécesseurs dans la politique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous venez de dire tout à l'heure que vous n'aviez jamais connu cette cellule-là. On en a par contre connu pour d'autres politiciens. Ouais. J'ai l'impression que c'est la même recette, quoi. Non, pour nous, nous avions voulu d'abord travailler en amont, c'est-à-dire travailler sur les hommes. Avant de faire apparition sur la place publique, nous avons d'abord voulu travailler sur des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire que la République est en train de souffrir d'un problème. C'est le problème d'homme. Quel est le problème? Ça sera toujours le problème d'homme. Le problème ici, il est précis. C'est pas fait d'animaux. Ouais, le problème ici, il est précis. Quel est le profil que nous sommes le profil d'homme que nous sommes en train d'envoyer pour servir la République? Voilà pourquoi la dynamique, c'est marteler sur cet aspect de choses pour travailler d'abord sur les acteurs qu'elle va envoyer demain servir la chose publique. Qu'elle va envoyer demain, on va développer. Ça sera ça, hein, le tonus de l'émission aujourd'hui. Vraiment, on va être franco, un peu légèrement violent, parce que de choc d'idées doit sortir la lumière, justement. Et moi, je vais dire une chose, que je vous ai vraiment invité pour toutes les vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que ça fait un moment que je vous suis. Vraiment, moi, j'aime ça. Vous conscientisez la jeunesse, vous abordez les questions essentielles. Mais j'ai aussi un habitué de cette émission. Il m'embête de temps en temps. Bon, je l'aime bien quand même. J'aime bien qu'il participe. Lui, c'est Dieu merci Moliki. C'est pas nécessaire qu'il prenne la parole pour une première fois. Il est le chroniqueur. C'est lui qui embête un peu les invités. C'est lui qui fait un peu le chasseur. Mais j'ai aussi un grand public. Faites un peu de bruit pour vous. Franchement, vous avez accepté mon invitation. C'est vraiment un très grand plaisir. Alors, Chopper Kawambi, avant que l'on parle du film, parce qu'on venait de discuter entre nous, moi, j'ai une question un peu globale comme ça à vous poser. Est-ce que vous estimez que la culture a une place dans la reconstruction ou la construction ou l'amélioration du Congo qu'on espère tous demain? Si elle a une place, c'est laquelle? Oui, je crois que la réponse est oui, hein. C'est la première place. Mais malheureusement, vous voyez que notre pays traîne à se développer justement parce que les hommes politiques ne prennent pas conscience de l'importance de la culture. Parce que la culture, c'est ce qui met tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est ce qui façonne la personne aux normes de la responsabilité, et même aux normes du beau, de la beauté et du développement. Donc sans culture, ce pays ne va pas se développer. Donc il est grand temps que les hommes politiques mettent dans leur tête qu'ils doivent mettre la culture en avant-garde pour le développement de ces pays. On va prendre un exemple du cinéma. C'est depuis quelle année que le cinéma congolais existe? Je crois depuis les années 50. C'est parmi les plus vieux cinémas d'Afrique. Oui. C'est-à-dire, vous voulez m'expliquer qu'on a une cinquantaine d'années comme ça, avec des hommes politiques qui se sont succédés, sans qu'aucun ne comprenne ce que vous venez de dire. N'est-ce pas un peu facile comme analyse? Non, il faut pas non plus ignorer l'histoire de notre pays. Vous savez qu'on a passé beaucoup d'années du trou vraiment culturel. Je vais dire, l'un des plus beaux films congolais est tourné en 1987 avec Moïse Ngangura, La vie est belle. Mais après ces films, il fallait attendre 2010 avec Joe Munga, donc c'est dire qu'il y avait vraiment un grand trou. La politique de la Deuxième République n'a pas mis un accent particulier à l'image. Oui, mais il y a eu un accent sur autre chose, par exemple la musique, par exemple. Oui, on sait je suis d'accord. Mobutu portait à cœur. Oui. C'était quand même quelqu'un qui, lui, c'était... La rumba a rayonné dans les années 70 et 80 à travers le monde. Lui, c'était quand même un homme de culture, mais pour des raisons, des fins politiques, il a étouffé l'expression surtout du cinéma, parce que le cinéma éveille. Le cinéma crée de l'imaginaire, donc il ne voulait pas de cet imaginaire collectif qui pouvait nuire considérablement à sa politique de gouvernance. Voilà pourquoi le cinéma
n'a pas a vraiment beaucoup connu participé à- cette voilà. léthargie. Moi, j'ai vraiment envie, parce que vous êtes créateur d'images, vous êtes influenceur de génération. Dans cette année, moi, j'ai envie que vous me dites quel est votre diagnostic. C'est-à-dire, les hommes politiques ne s'occupent pas de la culture, on le prend comme une thèse, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que de génération en génération, les hommes politiques ne savent toujours pas que la culture doit être au cœur du développement? Entre-temps, je vous sers à boire, hein, parce que je commence Merci. moi-même à... Mais je pense que je n'ai pas de réponse claire parce que je n'ai pas fait d'analyse sur ça. Mais s'il faut une idée, tout simplement, je dirais que c'est de la négligence, tout simplement. Et les mauvais entourages aussi. Aujourd'hui, on croit que pour développer ces pays, il faut absolument vendre des minéraux, il faut absolument faire de l'argent. Alors qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que des projets existent. Donc, entre autres, promouvoir la culture, encourager les arts et la culture, travailler sur l'éducation, des choses comme ça. Mais je pense que c'est juste une mauvaise tactique. Une mauvaise tactique, Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que... entre autres. Entre autres. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, parce que le cinéma a quand même beaucoup repris, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent de très beaux films que vous mettez en avant, notamment grâce au festival. On a deux Fiki. festivals. Festival La Vision Fiki. Documentaire Vision et Documentaire. les... Et le Fiki. festival Ouais. Fiki. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi Bimpa, Ouais. qui produit énormément de jeunes, de Ouais. courts-métrages et de longs-métrages. Est-ce qu'aujourd'hui, les culturels doivent s'arrêter à ce rôle-là? Ça veut dire que vous, en tant que cinéaste, vous devez vous arrêter à faire des films et ensuite à revendiquer que le politique s'en approprie, ou vous estimez qu'il y a une autre table de responsabilité à laquelle il faut... Je pense que si vous remarquez bien, surtout dans le secteur cinématographique, vous allez voir que on a arrêté de pleurnicher. On est une génération de cinéastes qui prennent les choses en main. On s'est dit aujourd'hui que ben voilà, les politiciens, si on les attend, notre cinéma ne va pas évoluer. Les numériques aujourd'hui donnent l'opportunité à chacun de s'exprimer. Vous voyez même des gens qui n'ont rien dans la tête, percés dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Les influenceurs. entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut s'exprimer, exprimer son art, et surtout nous, on est dans l'art numérique, on est dans les cinémas. Il y a d'autres voies de promouvoir notre cinéma et de faire des films. Les caméras, avant, c'était trop cher. Maintenant, ce n'est plus très cher. Même avec un téléphone, on peut faire un film. C'est ce qu'on s'est mis à faire maintenant. Donc, on est déjà lancé sur une nouvelle façon de faire les choses. Donc, on oublie un tout petit peu les politiciens. Tant mieux s'ils nous rejoignent sur les chemins de notre succès. Mais de on notre compte plus développement. sur eux. Voilà. On compte plus sur eux. Tant mieux sur le rejoindre, mais on compte plus sur eux. Si jamais ils prennent conscience, ils sont bienvenus. Mais pour l'instant, les artistes, les cinéastes que nous compte sommes, plus sur eux. on ne compte plus sur des politiciens. Ça sent la révolution. Hein. Nous sommes dans l'ère de la démocratie. Chacun doit prendre la parole. J'informe d'ailleurs que le débat il est très ouvert. Donc celui qui a un avis tout de suite là à dire, vous n'avez qu'à me faire signe, je vous donnerai la parole. Alors Madame Nadège, vous avez entendu ce que le cinéaste a dit. Oui. Les politiques ne savent pas s'occuper de la culture. Parce qu'il semble que vous êtes dans un déni comme quoi on peut faire de l'émergence loin d'un projet culturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, pourquoi vous ne vous occupez pas de la politique? Et troisième sous-question, est-ce que le LGD a un projet culturel? Alors, merci pour la parole. Vous savez, ce que notre ami a fait, c'est un constat. Et le constat, il est là, il est réel, il est vrai. Il est important de rappeler que la culture a un rôle important à jouer dans le développement de nos sociétés à travers l'identification. Donc, ça permet de se construire une identité, mais aussi de se sentir une certaine appartenance dans une société, ce qui n'est pas souvent le cas dans nos pays, dans nos villes. Donc et vous c'est là, admettez que les politiques ne s'occupent c'est un constat. C'est un constat qui est indéniable. Le constat, il est là. Mais la question est qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ma question était d'abord pourquoi? Pourquoi est-ce que les politiques ne s'occupent pas de la culture? Mais ces politiciens, ils sont également victimes de ces manques d'identité.
qui est lié à notre histoire, à notre histoire coloniale. Donc on va dire qu'ils ne sont pas suffisamment cultivés pour comprendre l'importance de la culture. Voilà, aujourd'hui les choses évoluent, ça évolue notamment avec, ça évolue notamment avec des échanges, les débats tels que nous l'avons aujourd'hui avec quelqu'un qui est du domaine. Et au LGD par exemple, nous proposons une forme de culture, un appui culturel à travers des formations en ce qui concerne les leaderships. Parce que vous savez, dans les leaderships, il y a les leaderships également interculturels qui tiennent compte de cette dimension culturelle, qui proposent un horizon en effet, pour pouvoir pallier à ces manques de culture qui empêchent nos sociétés à évoluer, à construire un modèle adapté à leurs besoins. Moi, je suis très content de votre parti, LGD, donc Leadership, Gouvernance et Développement. Et je sais que vous êtes très proche de l'école de parti. C'est comme ça que je vous pose cette question. Et moi, j'ai vraiment besoin, sans gueule de bois, de savoir ce que vous dites aux jeunes à propos de la culture, les jeunes qui viennent au parti, qui viennent s'inscrire. Qu'est-ce que vous leur dites à propos de cette identité culturelle que vous estimez que les politiciens en sont victimes? Nous échangeons avec les jeunes. Nous disons à ces jeunes... Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà vu des films congolais? Oui, La vie est belle, par exemple, j'ai déjà suivi. En dehors de La vie est belle, qui est mythique d'ailleurs, que tout le monde a vu. En dehors de La vie est belle, il y a plein de films que je n'ai pas forcément retenu les titres, qui ont attiré mon attention et que j'ai regardé. Mais au-delà des films, parce que la culture, ce n'est pas que le cinéma. Il y a la musique. Est-ce que vous écoutez la rumba, par exemple? Bien sûr, j'ai écouté Papa Wemba. Je peux vous faire un acapella, hein? Non, mais ce n'est pas important. Restons sur les débats des fonds. Nous avons des musiciens, en effet, qui font la belle musique que nous écoutons. Au-delà de ça, il y a plusieurs formes de culture. Et c'est toutes ces cultures que nous devons mettre aujourd'hui en évidence. Et cela passe par des politiques et un soutien financier qui accompagne notamment ces grands engagés de la culture. Mais il est important de rappeler, en tant que citoyen d'abord, que ceux qui font de la culture ont un rôle à jouer dans les contenus qu'ils proposent à la population. Ça aussi, c'est une forme des politiques, c'est une forme d'engagement. Donc, il y a une forme de responsabilité dans ce sens-là. Oui, en effet, il y a une très grande responsabilité dans ce sens, parce que le cinéma, ça peut conscientiser, éveiller, mais aussi la musique. On a un problème aujourd'hui avec les messages véhiculés dans la musique aujourd'hui qu'on entend. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas écouter de la musique parce que... Mais non, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter de la musique. Elle a raison, 100% raison dans ce qu'elle dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter de la musique, mais on doit utiliser la culture de façon efficace et à bon escient. Sinon, on produit l'effet contraire de cette culture. Que les politiciens soutiennent la culture, c'est bien. Mais c'est quel type de culture, avec quel contenu? Ça aussi, c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui et auxquelles les politiciens doivent répondre. Je vais prendre Israël avant... Non, je vais juste appuyer ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, moi, par exemple, personnellement, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Moi, par exemple, j'estime aujourd'hui que la musique... la musique et les théâtres populaires qu'on regarde chaque soir à la télé, théâtres populaires, c'est compliqué. Énormément contribué à la dégradation, des mœurs. Mais eux, ils disent, parce que je les reçois des fois aussi, quand tu leur poses la question, ils disent, mais nous rendons au public ce qu'ils nous demandent. Donc, finalement, à qui la faute? C'est pas ça, c'est la culture ne répond pas à l'offre ne répond pas à l'offre et à la demande. Non. La culture est là pour penser. La culture est là pour créer. Mais quand ce n'est pas réglementé par l'appareil étatique, on va prendre d'abord Israël. Vous ne donnez pas au public ce qu'il veut, mais c'est dont il a besoin. Ok. Voilà. On donne au public ce dont il a besoin. Oui. Israël, quand on dit que la culture pose un problème, notamment de thématique, du message, est-ce qu'on ne va pas retomber sur la question de savoir à qui revient la responsabilité? N'est-ce pas que l'appareil étatique doit notamment réglementer le secteur culturel? Exactement. Voilà pourquoi je vous ai dit en entrée déjà que la République avait un seul problème. C'est le problème d'homme. C'est le problème d'homme. Ah, vous avez votre diagnostic. Pourquoi je suis en train de tout parler là? Parce que c'est l'homme qui est porteur d'une vision, c'est l'homme qui est porteur de pensée, et c'est l'homme qui vient réglementer toutes ces lois. Aujourd'hui, la question de savoir quel est le personne, les hommes que nous sommes en train d'envoyer pour gérer. Mon frère à côté venait de dire qu'ils sont boycottés par le politique. Non, la question c'est le fait de la priorité. En fait, le politique aujourd'hui, quelles sont les priorités? Mais il a dit que la culture est prioritaire. Mais maintenant la question de savoir,
est-ce que les politiques comprennent réellement que la culture est prioritaire? Non. Pourquoi? C'est parce qu'en amont, ils n'ont pas été préparés pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viennent pour vous dire que nous allons aujourd'hui travailler pour le peuple, mais lorsqu'ils viennent réellement, ils ressortent les agendas cachés. C'est ça le plus grand problème. Mais on a des partis politiques qui ont le devoir de préparer les hommes. Voilà. Et permettez-moi, Okay. Vous aujourd'hui, vous nous faites la leçon. Moi, j'ai toujours peur. J'ai demandé ça, je pose la question à tout le monde qui passe ici, à tout jeune politique. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que votre discours-là, vous allez les tenir demain quand vous serez dans les responsabilités? Parce que tous, ils ont parlé comme ça. Je suis très ému de répondre. Déjà, quand vous faites partie de la dynamique personnellement... Je suis très ému de répondre à cette question. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut parler. Mais moi, je suis quelqu'un de conviction. C'est-à-dire, j'associe ma parole à la conviction. Et ça dépend de la vision. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, regardez. Aujourd'hui, pourquoi il y a cet engouement autour de la politique? Pourquoi tout le monde veut faire la politique? C'est parce qu'il y a eu une réalité. C'est-à-dire le prédécesseur dans la politique... 21 000 balles, par exemple. S'il vous plaît, le prédécesseur dans la politique nous ont démontré et montré sur la ligne du temps que pour s'amasser beaucoup d'argent et facilement, il faut faire la politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, même celui qui n'a pas été appelé à faire la politique, il vient facilement faire la politique. Il ne vient pas pour résoudre le problème, mais il vient pour s'amasser de l'argent. Mais vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a déjà un problème en amont qui existe, celle du chômage, celle de la précarité, qui fait aujourd'hui celle des partages inégaux des richesses et des salaires qui ne sont pas décents avec les fonctionnaires? On a vu la marche des médecins. Vous ne pensez pas que les problèmes se résident là? Et voilà pourquoi les gens affluent aujourd'hui dans des partis politiques, parce que c'est devenu la seule issue pour cette jeunesse, pour cette croissance des jeunes. Madame, vous me rejoignez seulement. En fait, je suis en train de dire que le problème, c'est le problème d'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui est appelé à faire toute cette réglementation de loi. C'est-à-dire à faire la part de choses. Et lorsque l'homme ne le fait pas, c'est-à-dire la population ne se retrouve pas. Et facilement, la politique maintenant commence à utiliser des raccourcis. Et c'est quoi le raccourci aujourd'hui? Les raccourcis, c'est faire de la politique pour s'amasser beaucoup d'argent. Moi, j'ai peur pour vous, parce que là... Est-ce qu'on n'a pas le droit de vous poser cette question à vous deux, par exemple? Est-ce que vous ne faites pas de la politique, notamment, pour bien rouler, pour bien manger, pour bien se vêtir? Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous allez peut-être nous parler de vos convictions? Monsieur le journaliste, la politique, c'est un art qui a été mis en place pour trouver des solutions au peuple. C'est-à-dire pour... Non, tout le monde ne peut pas faire la politique. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Vous savez pourquoi? Parce que dans un pays comme le nôtre... Le débat est libre, je le rappelle. Dans un pays comme le nôtre comme ça, nous sommes en voie de construction. C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire dans le pays. Et on ne peut pas avoir cet engouement autour de la politique pendant qu'il y a l'entrepreneuriat qu'il faut aussi toucher, pendant qu'il y a le fait de médecins qu'il faut aussi, il faut arranger le domaine, et pendant qu'il y a l'agriculture et tout. Qui est-ce qui réglemente tout ça? L'entrepreneuriat, la colonne vertébrale. Voilà pourquoi je dis les infrastructures, c'est les politiques, non? Exactement. Donc, il faut faire la politique. Et voilà, non, en fait, c'est pas tout le monde qu'il faut faire la politique. Il y a un penseur allemand qui dit « Grandes sont les nations qui savent écouter les meilleurs d'entre eux ». C'est-à-dire aujourd'hui, pour faire la politique, bon, je ne dis pas que les gens qui font la politique qui sont meilleurs. Dans notre constitution, dans ces cas, a été mal rédigé alors. Ça, je vous renvoie à l'article 72. Permettez-le de finir. Ça, c'est un autre débat. Alors, aujourd'hui, pour faire la politique, vous devez être convaincu de vos propres convictions. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je prends l'exemple concret de nos députés aujourd'hui. Nous sommes dans un système démocratique. Un système démocratique fait appel à un système de représentation, c'est-à-dire les 80 millions d'habitants ou 100 millions d'habitants. On est à 105 qui parlent. Voilà. Nous ne pouvons pas tous aller au Parlement, c'est-à-dire pour vous parler, non. On s'est dit non, on élu nos 500 députés qui vont aller, eux, nous représenter. C'est-à-dire les députés, lorsqu'ils arrivent au Parlement, ils ne vont pas exécuter ou implémenter leur vision, ils vont implémenter la vision du souverain primaire. Mais posez-vous la question aujourd'hui de savoir. Est-ce que les députés sont réellement en train d'exécuter la vision du souverain primaire? Mais moi, quand vous dites ça, non, excusez-moi, quand vous dites ça, moi je pense à mes aînés journalistes, qui se sont vraiment fait élire sur ces discours-là. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui touchent les 21 000 $. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Permettez-moi de récupérer quand même les débats. Est-ce qu'on doit parler du Cœur d'Afrique? Ça va revenir. Est-ce que Cœur d'Afrique, c'est vraiment un film très important. Oui, c'est vraiment un film. On va revenir là-dessus. Non, mais permettez. Non, mais pardon. Oui, tu
auras le temps, il faut que Chopper explique d'abord son film, parce que Cœur d'Afrique, c'est vraiment un film qui est au cœur même de l'actualité de ce qui se passe en Afrique généralement, mais particulièrement au Congo. Est-ce que vous racontez l'histoire d'un jeune qui, un peu comme tout Congolais, se cherche une identité. Il est pris entre une ambition ou une vocation un peu pastorale, on va le dire comme ça, et d'un autre côté, une vocation un peu coutumière où on le prend pour l'incarnation d'un ancien tracien, et celui-là, beaucoup de problèmes vont lui arriver, et finalement, il va décider d'écouter la voix de sa mère, qui lui paraît dans le songe, qui lui dit, il faut écouter ce que ton cœur te dit. Est-ce que cette histoire-là, vous trouvez qu'elle corrobore avec les titres? Est-ce pour ça que vous avez appelé votre film Cœur d'Afrique? C'est-à-dire quoi, l'Afrique devrait écouter son cœur? Et le cœur, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Je crois que ça, c'est une question intéressante parce que dans la majorité de mes films, je dissocie toujours les sujets, les thèmes et même au film. Oui. Je dissocie ça parce que pour moi, le nom d'un film, ce n'est que les titres qu'on donne. On peut appeler un enfant, je ne sais pas moi, Mwinda, mais est-ce que cet enfant va vraiment être le Mwinda dans la vraie vie? Donc, mais à moins, je pense que les gens, comme par exemple tu viens de le dire ici, ça donne un sens. Hein? Pour moi, je ne saurais pas dire pourquoi je l'ai appelé vraiment Cœur d'Afrique, mais c'est peut-être parce que l'histoire se passe au cœur de l'Afrique. Okay. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Au plein Kasaï en plus. En plein Kasaï en plus. Le film est tourné à Lodja. Et Chuluka est une ville qui est un peu virtuelle. Virtuelle que j'ai créée. Ouais. Voilà, les cinémas permettent notamment de ça nous donne les droits. Ça vous donne le droit d'être vrai dans le... Mais dans le film, parce que ce que vous dites est vrai, le film est d'abord tourné en 3 langues. Pourquoi ce choix-là? C'est-à-dire, il y a du français, il y a les lingala. Je sais que cette question revient généralement. Nous sommes dans un pays multiculturel, la question de la langue est très sensible. Et aussi, il y a l'anglais. Vous qui aimez autant l'Afrique, vous qui êtes autant attaché aux coutumes africaines, je le présume, pourquoi faire un film en anglais? Je pense qu'il faut être réaliste. Hein. C'est que l'histoire parle d'un Américain qui vient travailler au Congo avec un Congolais. Donc, bien naturellement, cet Américain doit parler anglais parce qu'il vient de l'Amérique. Et dans les films, il a appris le lingala. Et quand on a regardé les films, il y a quelques mots en lingala. Oui. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On a vu les films de Tarzan qui se passait à Goma, mais on a fait parler à Tarzan l'anglais et le français. Oui, non, mais... Non, il n'y avait pas le swahili. Non. On parle de la version originale. Parce que les films, moi, je peux les traduire aussi en chinois et ça sera complètement 100% en chinois. Mais la version originale du film, c'est que les mecs, ils ont tourné dans leur langue, en anglais ou, je sais pas moi, en swahili, je sais pas, des choses comme ça. Et la langue, quand on parle de la langue dans mon film, c'est la version originale. Voilà. Si on veut que ces films soient en espagnol, ça sera à 100% en espagnol. Donc, même des gens qui parlent lingala, dans les films, ça sera en espagnol. Même ceux qui parlent anglais, dans le film, ça sera en espagnol. Et il y a une scène dans le film où vous racontez un peu l'époque de 94 jusqu'à 97. Et vous le dites dans le film, je dis vous, parce que le scénario le dit de manière claire, où vous mettez en scène 2 personnes en train d'échanger sur la situation sécuritaire, je crois que ça doit être 97 ou 98, et vous citez nommément, je veux le dire, le Rwandais par exemple. On dit les Rwandais sont venus, ils ont tué. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que c'est, je n'ai pas envie de dire xénophobe, mais c'est la communication de la haine, de rappeler ces faits-là en citant nommément comme ça, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de décision de justice qui, par exemple, a définitivement... Allez-y. Mon cher ami, excusez-moi, mais vous avez vu combien de films qui parlent de la guerre mondiale? Il y en a plein. Est-ce qu'on n'a pas cité les gens qui ont fait ça? Aujourd'hui, ici, moi, étant que Congolais, je parle des Belges qui ont coupé les mains à mes ancêtres. Est-ce que c'est de la xénophobie? C'est notre histoire, il faut qu'on en parle. Si on n'en parlait pas, qui est-ce que vous voulez qu'il parle? Moi, c'est ma responsabilité, tant que cinéaste, de relater l'histoire telle qu'elle est. Ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces. Aujourd'hui, les Rwandais ont pris Bunagana. Si dans 10 ans... D'ailleurs, quelle est votre réaction si dans 10 ans, il y a un cinéaste qui fait un film sur les faits, est-ce que ça serait de la xénophobie? Même s'il y avait maintenant la paix qui régnait et tout. Non, l'histoire reste l'histoire et on est dans l'obligation de la raconter comme elle est.
Et ma réaction par rapport à Bunagana, c'est un peu la réaction qu'aurait tout Congolais. On est un peu, on est en colère. On est en colère, on est indigné. Le gouvernement devrait faire quelque chose pour récupérer cette partie du pays. Mais je comprends que ça prend le temps que ça peut prendre. Voilà, les résultats doivent être très, très vite. Mais ces discours-là, cette narration véridique, on va se le dire, sincère de l'histoire, vous a valu quelques problèmes à l'international parce qu'il y a des festivals qui ne permettent pas, qui estiment que, voilà, il ne faut pas dire certaines choses comme ça. Comment était votre réaction face à ça? Vous qui avez gagné quand même des prix à l'international, vous, à un moment donné, qui était, excusez-moi de le dire, vous me corrigerez, vous qui étiez un peu attaché, parce qu'on va le dire, le cinéma congolais est très attaché à la vente internationale. C'est aussi une raison pour laquelle on l'ignore un peu beaucoup à l'interne ici. Quand ces gens-là, à qui vous vendez, qui vous plébiscite, vous dit non, il faut enlever telle scène, parce qu'on estime. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous faites comme vous avez fait avec les politiques? On les met de côté ou... Non. Le cinéma aujourd'hui est universel. Et c'est vrai qu'on a des impérialistes partout en Europe et tout. Et que c'est entre guillemets. Et qu'il y a des gens qui pensent qu'un petit Africain ne peut pas parler de certains sujets. Il y a toujours des gens qui pensent ça. Mais la force du film va au-delà en fait de ces petits esprits qui existent à gauche et à droite. Donc, le film a su percer. Ce même film, il a eu plus de 20 trophées. Je le signale. Il est sorti en salle dans plus de 20 États aux États-Unis. Il est parti partout en Europe. Donc, le film a quand même fait son chemin. C'est vrai qu'il y a 2-3 chaînes internationaux qui m'ont demandé d'enlever quelques scènes du film parce qu'ils pensaient que c'était, entre guillemets, la xénophobie. Mais ils ont eu tort parce que je ne peux pas renoncer à l'histoire de mon pays, à mon identité. Je ne peux pas renoncer pour quelques billets de dollars, même si c'était plus de 20 000 $. Ça, il faut applaudir. Franchement, c'est très courageux. C'est très courageux et c'est des actes à encourager. Aujourd'hui, les malheurs qu'a les Congolais, c'est un peu comme a dit ma sœur, c'est que les gens sont tellement dans la précarité qu'il y en a qui vendent leurs âmes. La majorité des gens qui font la production du cinéma, ils font la production du ventre. Oui. Mais moi, ce n'est pas la production du ventre, c'est du cœur et de la tête. Peut-être que vous êtes déjà bien rassasié, alors on va le dire. Non, mais c'est le même problème avec les politiciens. Aujourd'hui, on a les politiciens qui font la politique du ventre et ceux qui s'engagent réellement et qui font de la vraie politique. Il faut toujours savoir distinguer. Dans le film Cœur d'Afrique, il y a un personnage, Kabasuba qui dit il ne faut pas perdre espoir. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est dans ces genres de pays que tout le monde est corruptible. En effet. Il y a des gens intègres dans ces pays et capables de travailler pour le développement. Et parmi lesquels moi j'assume de le dire, vous êtes quelqu'un de très intègre. Merci. Parce qu'avec le peu que vous gagnez, vous produisez vos petits frères, vous produisez ce qui arrive après vous. Et ça mérite vraiment des acclamations. Fikine, ça va faire combien d'années que ça existe Ça va faire 10 ans l'année prochaine. 10 ans l'année prochaine. Avec les moyens des bords. Le gouvernement n'a jamais sans mis soutien de un seul personne. iota voilà. dans l'organisation du festival. Vous qui fait avez la fierté de notre pays partout dans le monde. En effet, ça je suis d'accord. Vous l'avez approché pour l'avoir vu. Vous avez approché le gouvernement. Oui, et je vous épargne les détails. Non, mais ça, c'est vraiment à encourager. Moi, vous savez combien je tiens au cinéma. Et est-ce qu'il y a des productions, il y a la salle, il y a des dates, il y a des salles. Est-ce que le film est diffusé? En tout cas, il y a une chaîne locale qui diffuse ça. Nous avons pris la résolution de faire la promotion de notre cinéma, surtout dans notre propre pays. C'est très important parce que, comme vous l'avez dit si tôt, la majorité de nos productions vont à l'étranger. Ça va dans des festivals, ça sort dans les États-Unis, en France. Pourtant, on les fait pour notre propre population. Le problème, c'est que, comme il n'existe pas de politique culturelle dans notre pays, ça permet assez... En fait, ça fait aussi en sorte que les circuits de distribution n'existent pas. En effet. Les salles de cinéma n'existent pas, des salles de spectacles n'existent pas dans notre pays. Les chaînes de télévision ne prennent pas de films. Voilà, donc c'est vraiment un sérieux problème. Et nous, on a pris la résolution d'aller un peu dans différents quartiers pour faire des projections publiques. La fois dernière, on était à Tchangou, on était à Bandal aussi. On va aller à Kimbantek les 22. On va encore rentrer à Tchangou les 30 de ces mois. Donc chaque mois, on a des projections un peu partout dans la ville.
Il faut aller voir Le Cœur d'Afrique, un très bon film, un long métrage. Ouais. D'ailleurs, moi j'invite les deux politiques prochainement à aller. Bien sûr, j'ai hâte quand même. Voilà, allez-y au Tchangou. Parce que je l'ai toujours dit, cette émission, c'est notamment pour la rencontre. Moi, je trouve que c'est bien d'en parler, mais il faut que les décideurs se rencontrent entre eux. Vous êtes un décideur parce que vous produisez de l'imaginaire. Ils sont décideurs parce qu'ils vont gérer justement la cité. Donc c'est important que vous vous retrouvez. Donc je vous recommande d'aller donc voir Le Cœur d'Afrique à Tchangou prochainement, à Kimbanseke aussi. Et il reviendra toujours quand il y aura d'autres dates. On va prendre la deuxième partie de cette émission où on va parler un peu délinquance juvénile. Ça fait très mal au cœur. Il y a 2 semaines, 3 maintenant, que nous assistons à un retour avec grande force d'un phénomène que nous avons connu datant, appelé phénomène Koulouna. Ces jeunes qu'on appelle des évreux, on a cru qu'on avait trouvé une solution avec les services nationaux qui les amenait à Kanyamakassis. Cependant, dans 2-3 coins de la ville, il y en a des pépites comme ça qui naissent et qui coupent à la machette. Je veux qu'on se dénude de toute émotion possible et qu'on ait vraiment un débat politique là-dessus, avec le public d'ailleurs, je rappelle, parce que vous êtes un peu timide, il faut poser vos questions. Donc, est-ce que au LGD, depuis que le phénomène reprend, vous avez eu, dans le cadre de votre école de quartier, le temps d'en parler? Si oui, comment est-ce que vous voyez cette délinquance juvénile-là qui aujourd'hui détruit des pays, je donne l'exemple, comme la France? Oui. Vous savez, il est important de contextualiser les choses avant de parler du fond. Il faut d'abord savoir que les moteurs de production de cette délinquance juvénile en général, ces phénomènes Koulouna, relèvent de facteurs économiques, politiques, socioculturels, mais aussi démographiques. Et ces facteurs sont liés à un mécanisme structurel et fonctionnel au fait qui pérennise et qui favorise cette violence ou cette forme de criminalité. Mais pour parler de ces choses avec beaucoup de sérieux et avec professionnalisme, il faut étudier les cadres dans lesquels nos sociétés se développent, les cadres dans lesquels nos jeunes cohabitent. Vous remarquerez que nous avons des coins ou des périphéries où la jeunesse ou des familles nombreuses sont exposées à une pauvreté extrême. Et ça, c'est vraiment la cause principale de cette délinquance. Au-delà de cette pauvreté, il y a le tissu économique qui est complètement détruit. Nous avons des jeunes qui ne savent pas occuper utilement leur temps. Les jeunes sont au chômage, le taux de chômage est de plus de 84%. Nous avons une jeunesse qui est croissante, plus de la moitié de la population congolaise a moins de 25 ans. Quel est le défi actuel de la politique, ou les défis actuels? Vous dites qu'on est à 84% de chômage. Oui. Ça veut dire que presque tous les jeunes sont chômeurs. Majoritairement. Mais comment vous m'expliquez que parmi ces jeunes-là, il n'y a qu'une petite minorité qui en arrive à de telles violences? Parce que c'est très violent, jusqu'à en vouloir là. C'est pas une minorité, parce que lorsque vous observez ou vous regardez la composition de ces gangs de Koulouna, vous remarquerez que, ou vous verrez, les chiffres sont là, les statistiques sont là. Est-ce qu'ils le font réellement pour des besoins d'argent? Est-ce que vraiment pour des besoins d'argent, il faut couper les gens comme ça? Observons d'abord les statistiques. Que disent les statistiques? 65,5% de ces gangs de Koulouna, de cette composition de ces gangs de Koulouna, ce sont des jeunes désœuvrés et des jeunes drogués. Donc, ce sont des personnes qui sont exposées à une certaine précarité, à une forte précarité. Au-delà de ces 65,5%, nous avons 17,7% qui est constitué de la jeunesse qui déserte l'armée. Nous avons 9,1% qui est constitué des jeunes qui sont des ex-agents de l'ordre et les 6,7% restants, c'est constitué d'autres jeunes de la société. Donc vous verrez que oui, c'est énorme, et vous verrez que lorsque vous observez les statistiques, vous verrez que les chiffres alarmants se situent autour des jeunes qui sont en manque d'alternatives et qui n'ont que pour seul moyen de survie les vols, les viols et la criminalité. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir des politiques qui permettent de mettre ces jeunes au travail, d'occuper utilement leur temps, mais de permettre aussi à ce qu'il y ait un accompagnement en termes d'éducation, parce que si on éduque cette population et si cette population se retrouve à l'école qu'à la rue, je pense que nous allons commencer à lutter de façon vraiment sur le long terme, que d'avoir des politiques répressives qui ont montré leur limite. Vous n'êtes pas d'accord avec l'opération Lukofi, par exemple? Vous dites non. C'est nous. Je dis juste que ces solutions ont démontré leurs limites. Il faut une alternative sur le long terme.
qu'est-ce qu'on fait? Mais on doit lutter sur... On doit lutter. Voilà, il faut créer de l'emploi pour ces jeunes. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi pour les jeunes. Il faut vous estimez qu'en jeunes. RDC, vous prenez le pouvoir aujourd'hui, il vous faudra combien de temps pour créer de l'emploi pour 84% de la population juvénile qui mais se trouve au-delà, c'est vos chiffres. Au-delà de l'emploi, parce qu'on dit que la moitié de la population a moins de 25 ans. Mais ce n'est pas toute cette population qui est en âge de travailler. Donc il faut aussi structurer des formations professionnelles et techniques qui va permettre à ces jeunes d'occuper utilement leur temps. Ça prend du temps, ces solutions. Mais oui, ça prend du temps, mais c'est à ça que c'est. Est-ce que tu peux passer le micro à Claudie? Allez-y, une réaction. Très rapidement. On va prendre... C'est comme ça que j'aime pas les langages des politiciens. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous ne vous assumez pas, vous n'avez pas le courage de dire à la population que cette situation, elle est tellement difficile. Mais quand vous expliquez aux gens, c'est comme si ça serait vraiment une situation qui sera... Vous savez... Résolue en si peu de temps. Voilà. Vous savez... Laissez-moi continuer. Tu sais, vous savez, c'est un souci. Hein. Aujourd'hui, c'est un besoin réel. Ces soucis-là qu'on a, on se dit, mais comment la jeunesse peut prendre une autre orientation? Comme celle-là, celle de la violence accrue comme ça. Parce que si la jeunesse est désorientée, moi, c'est vraiment un phénomène, un fait social. Ça veut dire que pour moi, il faut plutôt lutter que ça baisse. C'est fait social, il est lié à quoi selon vous? Parce que vous parlez du fait que les politiciens n'ont pas le courage de dire la vérité. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est le taux de chômage qui est à 84%. La vérité, c'est les systèmes éducatifs. À combien de temps on baisse ces taux de chômage pour que nous n'ayons plus le chômage? Moi, je sais de le comprendre. Il est dans l'instantané de la chose. Mais moi, je comprends, mais les choses... C'est ça maintenant le problème du discours politique. Il faut analyser toutes les aussi votre plainte alors. Gérez votre plainte. Vous savez, monsieur. Vous plaindre pour si, on doit se plaindre. On tue les gens, il faut qu'on se plaigne. À cause de ces besoins de l'immédiat, nous avons souvent utiliser des solutions répressives. Aujourd'hui, ces solutions ont démontré leurs limites. Alors, nous devons passer par des solutions qui vont s'éterniser sur les longs termes. Et cela, ça passe par des politiques structurelles axées sur, par exemple, l'industrialisation de notre pays. Oui, il faut un temps long sur l'industrialisation de notre pays, sur l'industrialisation du secteur agricole. Toutes ces choses vont créer de l'emploi. Permettez-moi, on va attendre, je sais que vous allez réagir, vraiment j'ai déjà 2 réactions. On va attendre Israël très rapidement sur la même question. Moi, je veux qu'on garde vraiment cette vigueur du débat là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous et moi, parce qu'on est jeunes aussi, qui prennent la machette, qui coupent. Moi, je ne suis pas convaincu, je vais vous le dire, je ne suis pas vraiment convaincu que cette violence-là peut être due à la pauvreté. Mais je voudrais quand même avoir votre avis en tant que... Je suis content parce que la dame venait de me rejoindre tout à l'heure, c'est le problème. Ah, elle fait que vous rejoindre. C'est le problème de... c'est très bien. Le Premier ministre britannique dit, une autorité, c'est celui qui sait définir les priorités. C'est quoi les priorités? C'est quoi les solutions qu'ils ont trouvées pour ces jeunes-là? Vous allez voir que... Madame parle du travail, de l'éducation. Non, je dis les solutions qu'ils ont prises pour envoyer ces jeunes à Kanyamaka, c'est quelque chose de comme ça. C'est-à-dire ce sont des solutions qui ont été prises à la hâte. C'est de la manœuvre, ça produit les massangous. Le foufou baisse. Est-ce que ça a résolu les problèmes? Ça a résolu le problème. Parce que on n'a pas envoyé tout le monde. Est-ce que nous avons... Vous savez des mesures qui ne résolvent pas les problèmes. Voilà. Des mesures réfléchies. On va permettre à Israël de continuer. Voilà pourquoi une autorité, c'est celui qui sait définir clairement les priorités. Quelles sont les priorités du souverain primaire actuellement? Quelles sont les priorités du souverain primaire selon vous? Voilà. Aujourd'hui, la dame venait de le dire. Ces jeunes souffrent. Ils sont dépourvus de moyens. Il faut trouver en fait, de l'emploi pour ces jeunes. Créer de l'emploi pour ces jeunes. Occuper ces jeunes par de formation. Comment faire? Mais l'État a la possibilité de créer les emplois pour le jeune. Et comment s'y prendre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre, c'est-à-dire sélectionner dans chaque commune. Prenons par exemple chaque 3 ans. C'est-à-dire après chaque... J'aime les exemples. Voilà. Après chaque 3 ans, l'État vient prendre 500 jeunes dans chaque commune pour peut-être les envoyer, par exemple, en Chine pour faire des formations comme ça. Est-ce qu'on en a le moyen? On a un budget à peine de 14 milliards. C'est le journaliste. On a à peine un budget de 14 milliards. Oui, on va prendre l'argent que ces gens
que ces gens sont en train de... On va passer le micro à Teddy. Oui, allez-y. On a à peine le budget de 14 milliards, oui. mais regardez l'argent que ces autorités sont en train de voler systématiquement. Ah ouais, ça c'est quand même démagogique. Non, mais non, c'est une réalité. Aujourd'hui, regardez les dépassements budgétaires à la présidence. À l'Assemblée nationale, nous avons une institution... Non, mais je vous comprends plus. Non, mais soutenir... Je vous comprends plus. Non, mais soutenir je vous interdis pas la parole. Soutenir quelqu'un n'est pas synonyme de se taire devant les abus. C'est-à-dire, c'est ça qui tue le problème. Aujourd'hui, le président de la République a un seul problème, c'est-à-dire les gens ne veulent pas dire au président de la République la vérité. Or, il y a un dicton qui dit, si tu n'as pas des amis qui te disent tes fautes, cherche-moi au moins des ennemis qui pourront te dire en fait tes réalités. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens pensent que... là, Ensemble aujourd'hui va basculer à l'opposition et là, LGD fait pas de l'opposition aussi. Donc, les gens ça aussi c'est un autre... Non mais permettez, on va prendre Teddy. Allez-y Teddy, très rapidement. Oui. Ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Nadège. Madame Nadège. On vous a présenté comme membre de LGD, le parti cher à Matata Pogno. En effet. En rapport avec la question sur la problématique sur le Koulouna et tout, qu'est-ce que vous proposez au sein du LGD? Est-ce que la question a même déjà été discutée à l'interne? À l'interne, la question est déjà entre vous, à l'interne, vous avez déjà discuté de la question. Qu'est-ce que vous proposez concrètement et non de rester dans le discours, voilà, on va créer des emplois. Comment créer des emplois? Est-ce que la question a été discutée à l'interne? Concrètement, à moyen, à long ou à court terme. C'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement au sein du LGD? C'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Vous revenez souvent à l'école du parti. À l'école du parti, on commente aussi l'actualité. Parce que ça permet d'éclairer l'opinion et ça permet d'avoir un retour et de discuter sur des questions de fond. La question du Koulouna, c'est une question qui concerne tous les Congolais, avant même de parler, avant même d'émettre nos couleurs politiques. Parce qu'il y a des questions pour lesquelles nous devons parler en tant que citoyens. Ah ben oui. En tant que citoyen, ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur tout le monde. En tant que citoyen, je constate que la jeunesse, elle est à l'abandon. En tant que citoyen, je constate que le chômage a atteint son paroxysme. En tant que citoyen, question, en court terme, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y très rapidement. C'est très important de contextualiser parce que les discours simplistes, c'est ce qui... vous n'aimez pas les discours simplistes? Non, c'est ce qui nous conduit généralement à des préjugés subjectifs. Donc, je reviens à ce que monsieur disait, à ce que je disais. Pour pallier à ces problèmes, il faut créer de l'emploi. Congo Airways, nous avons créé de l'emploi, c'était plus de 400 agents au service. Transco. Aujourd'hui, il semble que ça ne vole plus. Parce qu'il y a une piètre gouvernance. Congo Airways, c'était plus de 400 agents qui ont été mis au travail. Transco, c'était 2720 emplois. Je ne vous parle même pas d'esprit de vie. Bukanga Lonzo, qui est aujourd'hui un projet qui est très mal... Vous ne nous pas parlé de Bukanga Lonzo. Non, je ne vous parle pas de Bukanga Lonzo. Je vous cite Bukanga Lonzo parce que c'est un projet qui est très mal compris et qui est instrumentalisé aujourd'hui de la même manière. C'est très mal compris. Mais je vous Quand on a appliqué l'esprit de vie... Est-ce que je peux aller parce que moi, je mets un peu à la place de des arguments pour permettre un débat éduqué. Congo Bukanga Lonzo, c'était 17 000 emplois qui devraient être créés avec 500 000 emplois. Donc 500 000 emplois directs. Les financements du projet n'ont pas continué après Matata Pogno. Ça, c'est un autre débat. C'est ça le leadership transformationnel. C'est de cette manière qu'on peut résoudre ces problèmes sur le long terme. Des solutions répressives n'ont rien apporté, ont démontré leurs limites. Qu'est-ce que je veux vous proposer d'autre? La solution, elle est là. C'est de lutter contre le chômage. Allez-y, c'est de lutter. C'est de donner... Pardon de vous couper la parole. Beaucoup de gens s'inscrivent en faux en croyant qu'il n'y a que le gouvernement qui est censé résoudre certains problèmes, comme par exemple ces problèmes de gouvernement. C'est-à-dire que socialement, on peut faire quelque chose. Chacun de nous est responsable de ce qui arrive à notre société. Ne rejetons pas la responsabilité qu'au gouvernement. Je vous donne l'exemple de moi et de ma société. Vous êtes témoin, vous voyez que à Bimpa Production, par exemple, chaque année, et je l'ai dit gratuitement, nous formons plus de 20 jeunes au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Chaque année, plus de 20. Et chaque année, nous partons faire des campagnes de sensibilisation sur l'engagement de la jeunesse, surtout dans les secteurs culturels.
C'est-à-dire que la société civile aussi peut apporter de la solution. En ce moment, nous sommes en train de créer un centre culturel dans un quartier très, très, très oublié par les gouvernements. Au fin fond d'Entsele, là-bas, nous sommes en train de créer un espace culturel où nous allons apprendre aux gens à faire la photographie, à filmer, à écrire des scénarios, à jouer, être comme acteur, à comment rentabiliser aussi ce qu'ils vont apprendre, à comment créer eux-mêmes l'emploi. C'est-à-dire que ça, c'est notre responsabilité. Vous, étant que journaliste, vous devez aussi prendre ces responsabilités personnellement et étant qu'entreprise pour pouvoir former, employer ou encore mettre les gens sur le chemin d'un emploi quelconque qu'ils pourraient créer eux-mêmes. Les politiciens, pareil. Les musiciens, pareil. Chacun de nous c'est une symbiose. Mais oui, c'est une synergie. Parce que j'ai rebondi sur ce que monsieur dit. Il parle des formations, mais les professeurs, mais c'est ce qu'il fait. C'est à ça qu'il consacre sa vie. Aujourd'hui, il forme des milliers de jeunes. Sa politique aujourd'hui tourne autour des jeunes, de la jeunesse, parce que les défis, il est là. Les défis, il est là. Et quand il parle de la part des responsabilités de chaque citoyen, mais la population aussi doit dénoncer des acteurs qui commettent ces crimes, parce que parfois, la population peut il y a aussi la police. C'est-à-dire qu'il faut qu'on collabore avec la police. Il y a aussi la police, donc... En fait, vous remarquerez que chacun, il y a une part de responsabilité de chaque Congolais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des questions. Si on va dans ce sens-là, il n'y aura jamais de responsable majeur. Non, pas du tout. C'est juste. On ne saura jamais vers qui vraiment s'adresser. Il y a une nuance dans ce que nous disons. En fait, nous avons une part de responsabilité. Il y a des questions pour lesquelles il faut l'aborder en tant que citoyen, avant de mettre des couleurs politiques en avant. Et cette question de la délinquance juvénile, il faut une part. Donc, il y a une responsabilité politique, mais il y a aussi une responsabilité sociale de la population. Et il faut aussi, en termes de logistique, accompagner la police en termes d'effectifs, accompagner la police en termes de budget, qui permettra, en termes de formation, et peut-être créer un numéro vert, je ne sais pas si ça existe déjà, pour permettre à ce que la population soit en contact direct avec la police. Ça passe... Voilà pourquoi il faut un accompagnement structurel qui permettra à ce que tout ce qui est proposé d'intéressant puisse en effet être mis en place. Comme on a tous la responsabilité de faire quelque chose, même vous à la maison, vous avez la responsabilité de contribuer à ces débats en écrivant simplement à ces numéros. Alors, on va prendre Swers, qui a notamment un avis là-dessus, et puis après on va prendre Israël. Je crois qu'on est vraiment en train de chuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai suivi une petite présentation, c'est toujours important pour ceux qui vous... C'est Swers Kabouya. C'est vraiment important de... Économiste de formation, je rappelle. Il faut le dire. Économiste public en tout cas. J'ai beau attendre la politique structurelle, ça m'a un peu... Ça vous parle? Bougé un peu. Et ici... Tenez correctement le micro, voilà. Ainsi que la politique de prendre le gène amené en Chine en tout cas. J'ai suivi. Je me demandais, prendre juste le gène amené en Chine. Apparemment ça a marché pas. Mais ils vont fuir. Les musiciens fuient, les sportifs fuient. Il y en a même qui vont en mission de service et ils ne reviennent jamais. C'est compliqué. Remarquez une chose sur le plateau, vous verrez que l'analyse des non-politiques et l'analyse des politiques va dans de différents sens en tout cas. D'ailleurs, il a parlé de la responsabilité que la société a. Tout le monde. C'est différent de ce que les politiciens parlaient en tout cas. Ils parlent des politiques structurelles et tout consort. Mais est-ce que c'est pas mauvais? C'est leur rôle. Aujourd'hui, nous avons Kanyamaka CC par exemple. Attention, nous avons dans des politiques, on va d'abord dans le court terme, le moyen et le long terme. Quand nous faisons allusion sur la politique structurelle, nous voyons le long terme, en tout cas. D'abord, pour arriver au long terme, nous devons nécessairement avoir le court terme qui pose de base. Et vous pensez que le court terme, ça peut venir comment? Moi, je dirais que, par exemple, la politique sur les Kanyamaka ici, s'il vous plaît. C'est très bien. C'est très bien. Donc, à partir du moment où on prend des jeunes pour les amener dans des formations, construction et autres, électricité, autres agriculture, c'est quelque chose qui est important. Mais vous ne voyez pas que ça va rejoindre son idée parce que quand ils vont aller travailler, il faut le réinsérer dans la société. Vous le réinsérez dans une société de chômage, ils vont récidiver. La personne, elle sera réintégrée dans la société sous forme d'un maçon
un électricien, un agriculteur. Il faut qu'il y ait un emploi. Apparemment, il ne manque pas de marché pour les maçons. Excusez, ça ce sont des emplois libéraux. Libéraux, excusez-moi. Mais ça demande bien que ce sont des emplois, ces types d'emplois, mais ça demande quand même un fonds de commerce. Ça demande un fonds, au fait, ça demande un fonds pour ces. Il faut juste acheter un maçon son truc. Donc un maçon, il faut qu'il soit formé. Donc il faut du matériel, il faut de la logistique. Il y a toujours des étapes. Oui. La première étape, c'est d'abord la formation. Voilà. La politique de former. Nous prenons des jeunes. On les amène sur Kanyamaka, on les forme. Dupliquer cette stratégie de Kanyamaka, c'est ça. Un peu partout, à l'Équateur et tout qu'on sort. C'est une politique, peut-être, j'ai suivi. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour dupliquer. C'est bien. Peut-être à la longue, ils auront des métiers, ils seront là comme des agents de métier. Ils vont, d'ailleurs, vous savez bien, quelqu'un qui a de métier n'a pas besoin d'être engagé quelque part. Lui-même, juste en faisant peut-être des chaises et autres. Concluez parce que nous sommes vraiment à la fin. J'aimerais quand même rebondir pour apporter une petite précision sur ce que vous dites. Parce que vous parlez du fait que, la population a un rôle à jouer, que les discours des politiciens diffèrent de ceux qui ne sont pas de la politique. Mais nous ne pouvons pas proposer des solutions irréfléchies et qui peuvent avoir des conséquences réelles sur la population. Vous savez, en ce qui concerne la délinquance juvénile, il faut faire très attention quand on dit que la population a une part des responsabilités pour éviter que la population se fasse justice eux-mêmes. Ah oui. Ça, c'est très important. Comme on est en train de le voir. Oui, ça, c'est très important. Nous avons une part de responsabilité. Pardon, mais permettez-moi, aujourd'hui, les gens commencent à s'organiser en termes de quartiers, en termes de communes, et c'est encore très violent. Effectivement. Il y a vraiment des affrontements. Voilà, en tant que politicien, il y a cette responsabilité qu'on a pour encadrer les choses. Donc, la population a un rôle à jouer, mais cette population doit être encadrée. Exactement. Et c'est cet encadrement que nous voulons. Exactement. C'est très important. Mais aussi, vous parlez de Kanyamaka, c'est comme étant un modèle à suivre. Les prisons, pourquoi est-ce que les prisons existent? C'était pour permettre une rééducation de la population. Et une réinsertion. Et une réinsertion des criminels. Est-ce que c'est ce qui est fait? Non, mais madame, là, je vous arrête tout de suite parce que... Très rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Il ne faut pas confondre les choses. C'est une mesure qui est prise pour donner au plus vite une solution. Ça veut dire que les prisons existent. Ça veut dire, mais l'État se décide. Au lieu de les envoyer en prison, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie une sorte de prison, mais dans laquelle ils seront formés. Je ne suis pas contre. Ils seront formés pour demain. Je vous prie de m'écouter jusqu'au bout pour pouvoir intervenir de façon intelligente. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas contre ces choses. Mais tout ce que je dis est que les choses doivent être prises dans sa globalité pour que nous ne puissions pas avoir un résultat biaisé. C'est ce qui se passe généralement. Sinon, pas le Koulouna n'allait pas ressurgir. Permettez-moi. Allez-y. Permettez-moi. C'est comme ça que moi, ça va choquer évidemment certaines personnes. Mais il faut considérer la délinquance juvénile comme un fait social. Ça veut dire ça l'aide, évidemment. C'est même un fait politique. Même si vous la lutte ne sera pas pour ternir, la lutte sera que pour baisser les conséquences. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la violence nécessaire. Attendez. Vous allez tout comprendre. Dans le cours de la criminologie, vous allez comprendre que c'est vraiment les citations, mettons des mesures. Ça veut dire quoi? Pour lutter. Non mais Dieu merci, permettez-moi. Permettez-moi, je suis pas d'accord. Des mécanismes intelligents, des mécanismes réfléchis. Des mécanismes intelligents. Les cas Yamaka, c'est vraiment un mécanisme intelligent. Ça, c'est votre avis. C'est-à-dire que pour vous, la violence ne se finira jamais. Il y aura toujours de la violence. La violence ne va pas finir, ne finira jamais. En fait, on doit mettre ça dans nos têtes. Même les donc il ne faut pas des politiques structurelles. Jamais. Il faut qu'on les sache. Pourquoi est-ce que les armées dissuasives existent, monsieur? Vous dites que les guerres ne finiront jamais. Bon, permettez-moi de reprendre les débats. On peut prévoir, on peut planifier, on peut encadrer. Et la politique sert à ça. Vous pensez qu'on ne prévoit pas? En tout cas, je constate que les phénomènes Koulouna a repris et il faut résoudre ça. C'est ce que je constate. Les phénomènes des créations d'emplois. Pardon, Dieu merci. Oui, chute en tout cas. Écoutez, de la création d'emplois. Pour une dernière fois, vous pensez qu'en France, il n'y a pas des emplois, assez d'emplois pour les jeunes? Je pense qu'on va évoluer, mais on aura un débat peut-être après l'émission. Parce que vous faites allusion à la création de l'emploi. Si vraiment la création de l'emploi serait
il Ce n'est pas la seule une réponse à la stagnation. Parlons même de la stagnation de l'application juridique. Écoutez, il y a plusieurs solutions. Écoutez, moi j'ai conditionne parce que c'est parmi les solutions efficaces. Parce que on ajouterait à ça aussi la bonne éducation. Effectivement, l'éducation, aujourd'hui, on a la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité de l'enseignement s'arrête en 6e primaire. Écoutez, moi, je discute avec des familles qui me disent, après la 6e primaire, ils sont butés à un mur qui est les minervales élevées, alors que la tranche d'âge qui couvre la première secondaire à la 6e, c'est la tranche d'âge où la jeunesse s'insère dans la société. Il faut une solution à ce niveau. Non, vous m'avez promis de chuter, Dieu merci. Vous m'avez promis de chuter. L'émission s'appelle Choc. Non, mais vous n'allez pas m'avoir tout le temps avec cet argument-là. Non, mais vous m'avez promis de chuter. Ça s'appelle choc d'idées, je suis d'accord. Je suis très content d'ailleurs de ces chocs dans le débat. Mais la télé, c'est notamment le temps, on est en train d'arriver vraiment à la fin. On a comme l'impression que tout est urgent, hein, tout est prioritaire au Congo. En 1 minute, Israël. Tout est prioritaire au Congo. En 60 ans, chaque fois qu'on peint le tableau politique du Congo, on a l'impression que c'est un échec. Est-ce que vous pensez que la politique de demain mérite plus de jeunes pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on n'a pas su pallier? Bon. Très rapidement, en 1 minute, parce que la régie me dit qu'on est à la fin. Je ne dis pas que les jeunes viendront résoudre les problèmes, mais parce que déjà, lorsque nous parlons du renouvellement de la classe politique, cela ne consiste pas à remplacer le vieux par le jeune, non? Et cela consiste à renverser les tendances de l'échelle, c'est-à-dire de valeurs. Remplacer l'immoralité par la moralité, remplacer l'intolérance par la tolérance. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, qu'il y a des jeunes qui se respectent par respect pour eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire des jeunes qui veulent voir ces pays changer. Des jeunes qui veulent être une véritable lumière pour ce peuple. C'est vrai que les gens peut-être ne me croiront pas. Pourquoi? Parce que nous avons vécu dans ces paradigmes il y a plus de 60 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque les hommes politiques viennent, ils utilisent, nous parlons le même discours. Mais lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils préfèrent prendre des raccourcis. Et lorsque nous venons dire que nous allons peut-être... On ne sait plus vous croire. Voilà, parce qu'on ne dit pas que nous allons changer les choses. Non. Nous allons ici améliorer des choses selon nos compétences et nos capacités. C'est ce que je suis en train de dire. Alors aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de dire ça, la population peut-être ne nous croit pas. Chuté par là. Mais j'aimerais dire qu'il y a cette classe de la jeunesse qui est en train de se battre bec et ongle pour que les choses changent. Et nous finirons par y faire et par changer les choses. Avec qui? Dans ces renouvellements-là, avec qui? Dans ces renouvellements, dernière question pour clôturer l'émission. Est-ce que les femmes ont leur place? Je vais poser la question polémique. Faut-il plus de femmes en politique, comme on ne l'a jamais vu? Peut-être que plus de femmes va résoudre le problème. Ah ouais. Elle ne le dira pas. Elle ne dira plus de femmes. Il faut plus de femmes. En dépassement même de ces quotas des 30% qu'on fixe, les textes, pour que le changement arrive, ou vous estimez qu'en politique, il n'y a pas de sexe ou de genre? Vous savez, nous, au LGD, on fonctionne avec un principe de la méritocratie. C'est-à-dire, les femmes ont la place qu'elles méritent par leurs efforts, leurs talents, leurs compétences. Donc, c'est un discours qui met à l'aise la femme congolaise, c'est un discours qui met d'accord... Donc, la compétence... C'est un discours qui met d'accord la femme politique au LGD, j'en suis la preuve. Les hommes et les femmes sont mis dans un même piédestal. Alors, en termes de représentativité, il est important de parler de l'article 14 de notre Constitution qui veut de la parité au sein des institutions nationales, provinciales et communales, mais aussi de la représentativité dans nos institutions. Donc, cet article, est-ce que c'est un article qui est respecté? Ce n'est pas le cas. J'allais poser la question par la faute de qui? C'est un article qui c'est pas un article qui est respecté, mais ça ouvre le débat parce qu'il y a des institutions à caractère électif qui fait que cet article est buté, en effet, au fait que c'est les peuples qui choisissent ses dirigeants. Et que les femmes ne se présentent pas beaucoup. À ce niveau, la femme doit s'engager, la femme doit battre campagne et la femme doit convaincre. Mais en ce qui concerne les institutions à caractère nominatif, mais qu'est-ce qui est fait? La Constitution, dans son article 14, n'est pas respectée. Je pense que le vrai combat se situe. On risque vraiment d'entrer dans un débat qui m'est personnellement cher. Je suis obligé de conclure cette émission. Merci à vous, vous m'avez fait l'honneur. Vraiment, on peut applaudir, applaudissez.
Désolé, je n'ai pas pu faire parler tout le monde comme on l'aurait souhaité. Vraiment, vraiment, vraiment désolé. Revenez prochainement. Peut-être qu'on reprendra le même sujet avec d'autres invités. On aura toujours le temps de parler. Comme je le dis, choc d'idées. Ici, le débat est libre. On est détendu, mais on réfléchit aussi. Autant qu'on parle de la culture, autant on parle de l'actualité. Et c'est important parce qu'on ne peut pas, je le dis, il n'y a pas d'émergence loin de la culture. Il faille que les hommes de la culture rencontrent ceux qui prennent des décisions au quotidien. Et c'est pourquoi cette émission existe. Merci à vous d'avoir été le nôtre. Merci vraiment pour cette confiance que vous nous faites très souvent. Merci aux invités. Merci au public. Le débat était chaud aujourd'hui. Mais comme la télé, c'est le temps, je suis obligé de conclure cette émission. Et sur cette note-là que je la conclue, je la dédie encore une fois à la population de Bunagana qui est toujours occupée. Nous sommes d'accord avec vous et nous estimons que le gouvernement travaille aussi dans ce sens parce que Bunagana doit revenir à la gestion nationale et les rebelles, on doit les bouter dehors. N'oubliez pas que nous sommes dans le même esprit avec vous, nos frères. Voilà que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Restez branchés au programme de Siloé Télévision. Je vous retrouve le lundi prochain avec d'autres invités, mais avec le même plaisir et pour la même ambiance sûrement. Restez branchés et à tout de suite.